lors de la lecture du testament dans notre villa d'Antibes baignée de soleil, mon oncle Gérard, l'homme qui m'avait recueilli par charité après la mort de mes parents, se tenait en bout de la table en acajou et a déclaré fièrement « Les 6 appartements de Cannes reviennent à mon fils. Elle n'aura rien. » La pièce a explosé. Le cristal des verres de baccarat a tinté. Et 30 membres de la famille ont applaudi comme si Bastien venait de marquer le but de la victoire en finale de la Coupe du Monde. Mon frère aîné savourait les applaudissements comme s'il s'agissait de rayons de soleil, tandis que sa fiancée Chloé lui murmurait à l'oreille qu'il méritait tout cela. Je n'ai pas applaudi. Je n'ai pas bronché. J'ai simplement regardé le notaire de la famille, Maître Roche, et j'ai demandé « Vous n'êtes vraiment pas au courant, n'est-ce pas ?» Le visage de Gérard est devenu livide alors qu'il criait « Au courant de quoi ?» Bienvenue sur Histoire de retournement de situation. Assis ici avec mon café, en regardant le monde passer, je me rappelle à quel point la vie peut basculer rapidement du calme à la tempête. D'où nous regardez-vous aujourd'hui? Et quelle est votre boisson préférée? J'ai toujours hâte de lire vos commentaires. Mais dans cette pièce, la paix s'était déjà envolée. Le silence qui a suivi le cri de Gérard était plus lourd que la chaleur étouffante de la Méditerranée qui pressait contre les portes-fenêtres. Maître Roche a ajusté ses lunettes, nous regardant tour à tour comme s'il essayait de résoudre un puzzle dont la moitié des pièces manquait. Mais Gérard n'a pas attendu de réponse. C'était un homme qui vivait selon la règle que le volume sonore équivaut à l'autorité. Et quand il n'obtenait pas ce qu'il voulait, il déplaçait simplement le champ de bataille. Il a pioché dans son porte-documents en cuir et a sorti une simple feuille de papier, la faisant glisser sur l'acajou poli jusqu'à ce qu'elle s'arrête juste devant moi. C'était une facture de maintenance de 15 000 €. Gérard s'est raclé la gorge, les yeux plissés alors qu'il tentait de reprendre contenance. « Puisque tu es expert comptable judiciaire et que tu gagnes si bien ta vie, » a-t-il dit, sa voix retrouvant son ton méprisant habituel, « nous avons décidé que c'est toi qui géreras les frais d'évaluation d'urgence pour les unités de la Croisette. Cela doit être payé demain matin pour que les propriétés restent en règle. Considère cela comme ta dernière contribution à l'honneur de la famille alors que Bastien prend la relève. » Ma tante Béatrice a tendu la main et a tapoté la mienne, ses yeux larmoyants semblaient avoir été répétés devant un miroir. « C'est tout à fait juste, Juliette, » a-t-elle murmuré, « tu as un revenu stable. Nous avons tous fait tant de sacrifices pour que le nom des Beaumont reste respecté. » J'ai regardé la facture, puis la main manucurée de ma tante. J'ai réalisé à ce moment-là que ma relation avec eux n'avait jamais été un lien de sang. C'était un service d'abonnement, et j'étais la seule à payer la facture. C'était le piège qu'ils tendaient depuis des décennies, la normalisation de la cruauté. Ils ne se voyaient pas comme des exploiteurs. Ils considéraient mon travail acharné comme un actif familial collectif qu'ils étaient en droit de récolter quand bon leur semblait. Dans leur logique tordue, ma fiabilité n'était qu'un outil qu'ils pouvaient utiliser pour réparer les échecs de Bastien. Et ils présentaient leur cupidité comme une décision familiale pragmatique. Ma compassion avait été un luxe qu'ils avaient surexploité pendant des années. Et ils étaient choqués que j'ai enfin arrêté de jouer le jeu. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas demandé pourquoi Bastien, avec son tout nouvel héritage, ne pouvait pas payer ses propres factures. Je ne leur ai pas rappelé que j'avais déjà travaillé 80 heures par semaine pendant 3 ans pour sauver l'entreprise de Gérard de sa propre comptabilité imprudente. Je me suis simplement levé, le pied de la chaise grinçant contre le sol en marbre avec un son ressemblant à un coup de maillet final. J'ai laissé le stylo intact. J'ai laissé la facture de 15 000 € sur la table, ce drapeau blanc de reddition qu'ils s'attendaient réellement à ce que je signe. Je n'ai pas dit au revoir. J'ai traversé le hall d'entrée, passant devant les portraits de famille coordonnés et l'odeur étouffante des lys, pour sortir dans l'air lourd d'Antibes. Au moment où j'ai atteint ma voiture, mon téléphone vibrait déjà dans ma poche. C'était un SMS de Bastien. « Espèce de perdante aigrie, disait-il, tu n'as toujours été qu'une domestique ici. Papa est furieux. Tu as intérêt à renvoyer cet argent ou tu n'existes plus pour cette famille. » Je n'ai pas répondu. Je n'ai même pas ressenti la piqûre de ces mots. J'ai juste regardé l'écran et ressenti une étrange et froide clarté. Ce n'était pas une crise familiale. C'était une liquidation. J'ai passé la première et j'ai quitté la propriété, laissant leur version de l'honneur dans le rétroviseur. En moi, la colère n'était pas bruyante cette fois. Elle était clinique. Ce n'était pas une dépression. C'était un bilan comptable.
Et il était enfin temps de commencer la véritable vérification des comptes. La porte de mon bureau s'est refermée avec un clic, isolant l'air épais du centre-ville. Je n'ai pas allumé les plafonniers. À la place, j'ai laissé la lueur douce et froide de mon moniteur éclairer l'espace. C'était mon sanctuaire, une boîte de réalité de quelques mètres carrés que j'avais bâtie moi-même, loin des mensonges polis de la villa familiale. La pièce sentait la moquette industrielle et l'odeur persistante de l'encre d'imprimante. Il n'y avait pas de photos de famille ici. Pas de portrait de Bastien tenant un trophée ou de Gérard l'air suffisant lors d'une inauguration. Il n'y avait qu'un tableau blanc couvert de schémas de flux et un classeur qui contenait la vérité. Je me suis assise, ma chaise ergonomique soutenant une colonne vertébrale qui avait été courbée sous le poids des attentes de ma famille pendant 32 ans. J'ai ouvert le premier dossier crypté sur mon bureau. Je me préparais à ce moment depuis exactement 3 ans, depuis la nuit où Gérard m'avait appelé pour réparer ses comptes. À l'époque, la colère n'était pas forte. C'était un bourdonnement à basse fréquence, une vibration constante dans mes os que j'avais appris à ignorer. J'avais réalisé que j'étais piégé dans une prison sans barreaux, une cage psychologique où ma propre fiabilité était le verrou. J'étais celle qui était stable, celle qui était intelligente, celle qui s'en sortirait toute seule. Mais ces étiquettes n'étaient pas des compliments. C'étaient les chaînes invisibles d'une survivante. Gérard et Bastien avaient perfectionné l'art de normaliser leur cruauté. Ils ne voyaient pas leur exploitation de mes compétences comme une trahison. Ils y voyaient un devoir familial que je leur devais pour le privilège d'être une Beaumont. Ils avaient convaincu ma tante que mon travail non rémunéré était une décision familiale pratique pour maintenir l'entreprise à flot pendant qu'ils transféraient chaque euro disponible vers Bastien. Je me souviens des nuits passées dans le bureau poussiéreux de Gérard, buvant du thé tiède que Béatrice laissait sur le pas de la porte comme si j'étais un chat errant. J'avais découvert des centaines de milliers d'euros de frais divers qui étaient en réalité les factures de bar et les abonnements au club de golf de Bastien. Quand je les avais signalés, Gérard m'avait dit d'arrêter de faire du mélodrame. Il disait que puisque j'étais la personne fiable, je devais simplement faire fonctionner les chiffres. Il présentait leur cupidité comme ma responsabilité, un récit que j'avais laissé persister pendant que je rassemblais les preuves pour le détruire. Mon silence durant ces années n'était pas un signe de faiblesse. C'était une stratégie de survie. J'étais une survivante, pas une victime. Et chaque heure de travail gratuit que je lui donnais était un maillon que j'ajoutais à ma propre chaîne de preuves. Les gens voient une femme rester silencieuse et pensent qu'elle est brisée, mais j'étais simplement une architecte en train de monter un dossier. J'étais l'investisseuse silencieuse dans leur version de la famille, payant la note pour leur délire pendant que je traçais la sortie. J'avais réalisé alors que leur amour était un contrat qu'ils avaient rompu depuis longtemps, un abonnement que j'étais enfin prête à résilier. Le plus insultant avait été le lendemain du jour où j'avais sauvé l'entreprise de Gérard d'un redressement fiscal fédéral. Je lui avais demandé un petit prêt de 5 000 € pour m'aider avec les frais de démarrage de mon propre cabinet d'expertise. J'avais un plan d'affaires, une liste de clients et des projections sur 5 ans. Gérard a ri. Il a littéralement ri au nez devant son expresso matinal. Il m'a dit d'être réaliste, que je devrais simplement rester son assistante parce que j'y étais, tellement utile. Dès l'après-midi suivant, un camion plateau livrait une Porsche vintage dans l'allée. Gérard l'avait payé 24 000 € en liquide, un cadeau de remise de diplôme pour un fils qui avait à peine réussi sa 2e tentative de licence en gestion. Je me suis enfoncé dans mon fauteuil de bureau et j'ai ouvert le fichier crypté que ma grand-tante Thérèse m'avait aidé à commencer. Thérèse était la seule à ne pas croire au récit de l'homme autodidacte que Gérard s'était construit. Elle m'avait toujours dit que mes parents biologiques, ceux qui étaient morts quand j'avais 5 ans, étaient les vrais travailleurs de la famille. Avant de s'éteindre, elle m'avait donné une boîte de vieux relevés bancaires du début des années 90. Elle m'avait murmuré que le papier bat les promesses à chaque fois. Elle était la seule à voir la vérité, et elle me faisait confiance pour la faire éclater. J'ai commencé l'audit, mes doigts bougeant sur les touches avec une précision mortelle. Je ne cherchais plus seulement des frais de maintenance manquants. Je cherchais la trace d'un versement de 1 200 000 €. Je creusais dans l'historique d'achat des 6 appartements dont Bastien pensait venir d'hériter. Je savais que la vérité était cachée sous des couches de sociétés écrans et de transferts offshore. Ce n'était pas une dépression. C'était un bilan comptable. Et j'allais m'assurer que chaque centime soit comptabilisé. Je me suis frotté les yeux, mais il n'y avait aucune fatigue. Seulement la clarté froide et clinique d'une professionnelle sur le point de démanteler un mensonge de toute une vie.
Dans mon bureau, les néons bourdonnaient d'un air différent maintenant, le son d'une avalanche imminente. Je n'étais plus seulement Juliette, la nièce. J'étais l'auditrice de leurs âmes, et j'étais sur le point de retrouver chaque centime qu'ils avaient volé à mon héritage. La lumière bleue de mon smartphone scintillait dans l'obscurité. Il était exactement 23h51 quand la première notification a retenti, héros numérique de la tempête que Gérard venait de déchaîner. Je n'ai pas bougé. Je n'en avais pas besoin. Je connaissais déjà la fréquence de son désespoir. En quelques secondes, l'écran est devenu un registre de malveillance. Gérard avait porté la guerre sur le seul terrain où il se sentait puissant, l'arène publique des réseaux sociaux. Sa publication sur Facebook était un chef-d'œuvre de chagrin fabriqué. Il avait téléchargé une photo d'il y a 10 ans, un portrait de famille forcée où je me tenais légèrement flou à l'arrière-plan tandis qu'il rayonnait derrière l'épaule de Bastien. La légende disait, quand votre propre enfant trahit le nom de famille et refuse d'assumer ses responsabilités, vous réalisez que certaines personnes ne pensent qu'à elles-mêmes. J'ai tout donné à Juliette et voilà comment elle nous remercie. Je prie pour trouver la force. C'était clinique dans sa manipulation. Une manœuvre stratégique pour monter notre cercle social contre moi. Je n'ai pas flanché. Je n'ai pas ressenti la piqûre des commentaires qui s'accumulaient. Des oncles et des amis de la famille offrant leurs prières tout en me traitant de monstre. Au lieu de cela, j'ai ouvert mon ordinateur et j'ai commencé un autre type de journalisation. Chaque j'aime, chaque cœur sur cette publication provenant de mes proches était un point de données. J'enregistrais la liquidation de leur autorité morale. Bastien, bien sûr, n'a pas pu s'empêcher d'intervenir. Il avait commenté sous le post de Gérard, elle n'a toujours été qu'une aide dans l'entreprise familiale. Papa, je suppose qu'elle a enfin montré son vrai visage quand l'argent n'était plus facile à obtenir. J'ai vu Béatrice mettre un cœur sur le commentaire de Bastien. C'était une confirmation silencieuse de la hiérarchie selon laquelle ils vivaient depuis 32 ans. Ils n'étaient pas choqués par ce qu'ils avaient fait. Ils étaient choqués que j'ai cessé de me plier à leurs règles. Je me suis frotté les yeux, non pas pour invoquer le regret, mais pour éclaircir ma vision pour les tableurs. Ce n'était pas une dépression. C'était un bilan comptable. Ma compassion avait été un luxe qu'ils avaient épuisé pendant des années. Et maintenant, leur compte était officiellement gelé. La campagne de dénigrement a continué toute la nuit. D'autres messages affluaient, m'accusant d'être ingrate, égoïste et froide. Je n'en ai pas commenté un seul. Je suis retourné à mon tableur. Chaque mot toxique qu'il tapait était un feu vert, une autorisation morale pour l'audit systématique que j'allais achever. Il pensait détruire ma réputation, mais il fournissait en réalité la diversion parfaite pendant que je terminais l'audit professionnel qui allait détruire leur trône. Dans mon bureau, l'air était immobile et sentait le café froid. Pendant qu'ils s'occupaient à jouer la comédie pour un public inexistant, je m'occupais de parfaire la comptabilité de leur trahison. J'étais le distributeur automatique invisible pour une famille qui ne m'aimait même pas. Maintenant, j'avais compris que c'était un abonnement et je cliquais enfin sur résilier. La colère n'était pas bruyante cette fois. Elle était clinique. Chaque capture d'écran que je sauvegardais, chaque mensonge que je documentais était une ligne de code dans le logiciel de leur chute. À 3 heures du matin, le post de Gérard avait été partagé 40 fois. J'ai souri à l'écran, une expression douce et dangereuse. Il voulait un spectacle public. Il voulait un récit. Très bien. Je leur donnerai exactement ce qu'ils demandaient, mais la fin ne serait pas écrite dans un post Facebook. Elle serait écrite devant un tribunal. J'ai attendu que les échos numériques de la crise de colère de Gérard commencent à s'estomper avant de passer l'appel qui allait mettre fin à leur monde. Je n'ai pas appelé ma tante pour plaider ma cause. Je n'ai pas appelé Bastien pour me défendre contre ses insultes. J'ai appelé Marc, un avocat spécialisé dans les litiges immobiliers dont la réputation à Nice s'était bâtie sur le démantèlement d'empires frauduleux. C'était un ancien collègue de l'époque où j'étais analyste junior, et il savait que quand je lui apportais un dossier, ce n'était pas une supposition, c'était une condamnation. Le lendemain matin, l'air dans le bureau de Marc était vif, sentant le cuir cher et la logique froide du droit. Il était assis en face de moi, un porte-document ouvert sur son bureau, ses yeux aiguisés parcourant les premiers résultats de mon audit. C'est une situation incroyable, Juliette, a-t-il dit, tapotant du doigt un virement bancaire datant de 1998. Si ces chiffres signifient ce que je pense, ton oncle ne t'a pas seulement ignoré.
Il a systématiquement effacé ton avenir avant même qu'il ne commence. Nous avons plongé dans l'historique d'achat des appartements de la Croisette. Gérard avait toujours raconté à la famille qu'il avait acheté les 2 premières unités grâce aux bénéfices de son entreprise de construction. C'était le fondement de son mythe de l'homme parti de rien, une histoire qu'il utilisait pour justifier la vie facile de Bastien et mon travail constant. Mais alors que nous tracions l'origine du capital, le récit ne tenait plus. L'entreprise de construction avait été dans le rouge à la fin des années 90. Les 300 000 € utilisés pour le premier versement ne provenaient pas des revenus de l'entreprise. Ils venaient d'un compte fantôme. Nous avons remonté les fonds jusqu'à un versement d'assurance vie suite à l'accident de voiture de mes parents biologiques quand j'avais 5 ans. Le versement s'élevait à 1 200 000 €, destiné à un fonds fiduciaire qui devait m'appartenir. Gérard, agissant en tant que tuteur légal, s'était établi comme administrateur. Mais au lieu de préserver l'héritage de mes parents, il avait utilisé l'argent de mon sang pour acheter sa place sur le marché immobilier de la Côte d'Azur. Je suis resté là à regarder la trace numérique se matérialiser sur l'écran de Marc. Mes parents étaient morts pour s'assurer que je sois protégé, et Gérard avait transformé leur tragédie en son compte bancaire privé. Il avait utilisé les intérêts de mon fonds volé pour payer les écoles privées de Bastien et ses étés en Europe pendant que je portais des vêtements d'occasion et que j'économisais chaque centime pour me payer un tuteur de maths. Il avait volé mon identité et mon héritage pour bâtir un trône à un fils qui pouvait à peine lire un bilan. Il a acheté les 6 unités de cette façon, a dit Marc, sa voix tombant à un ton grave et sérieux. Il a fait transiter les fonds par 4 sociétés écrans différentes pour masquer l'origine. Mais la signature sur le virement initial est l'endroit où il a fait une erreur. Il a sorti un document numérisé, une procuration datant de 15 ans. Elle portait mon nom, mais l'écriture était une imitation maladroite de la mienne. Il avait imité ma signature pour s'octroyer le contrôle total sur les fonds fiduciaires au moment où j'ai eu 18 ans. Il avait utilisé mon numéro de sécurité sociale pour créer ces sociétés écrans alors que j'étais encore mineur, puis avait bloqué mon dossier de crédit pendant des années sous prétexte de me protéger contre le vol d'identité. J'étais une experte comptable judiciaire qui avait été exclue de sa propre vie financière par l'homme même en qui j'avais confiance. J'ai regardé le faux et j'ai ressenti une soudaine clarté glaciale. Ce n'était pas un désaccord familial. C'était une scène de crime. Gérard n'avait pas seulement été un mauvais tuteur. C'était un voleur qui vivait sur mon découvert depuis 3 décennies. Mon calme pendant toutes ces années n'avait pas été un signe de faiblesse. C'étaient les chaînes invisibles d'une survivante. Un silence tactique pendant que je rassemblais les preuves pour déverrouiller ma cellule. Vous avez tous vécu dans un château de cartes et vous avez oublié qui a payé pour les fondations. L'investisseuse silencieuse retire son capital. Marc m'a regardé, attendant une réaction. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas demandé pourquoi il avait fait ça. J'ai simplement regardé le chiffre de 1 200 000 € sur l'écran et j'ai dit, ce n'est pas une vengeance, Marc. C'est de la comptabilité. À l'intérieur du bureau, le soleil continuait de frapper les immeubles de verre de la ville. Mais pour les Beaumont, les lumières étaient sur le point de s'éteindre. Nous ne parlions plus de frais de maintenance ou de filles ingrates. Nous parlions de vol d'identité, de faux en écriture et d'une décennie de fraude. J'étais l'architecte de leur chute, et j'étais sur le point de livrer la facture finale. Le salon de la villa était exactement comme je l'avais laissé, sauf que les amuse-bouches étaient froids et que la célébration s'était transformée en une veillée d'arrogance. 30 personnes étaient encore là, sirotant ce qui restait du champagne, attendant que la fille raisonnable revienne signer son propre arrêt de mort financier. Bastien était appuyé contre la cheminée, murmurant quelque chose à Chloé qui la faisait rire, un son aigu et coûteux qu'il pensait avoir acheté avec mon avenir. Gérard était en bout de table, le visage rouge de ce genre de victoire que seul un voleur peut savourer. Puis la porte d'entrée s'est ouverte. Je n'ai pas frappé. Je n'ai pas demandé la permission. Je suis entré en faisant rouler la même mallette noire que Gérard supposait être remplie de mes vêtements pour mon départ. La pièce est devenue silencieuse, ce genre de silence qui précède généralement un ouragan. Gérard s'est levé, les yeux plissés et prêt pour le sermon qu'il avait répété. « Tu reviens à la raison, Juliette ?» a-t-il demandé, sa voix résonnant pour le bénéfice des témoins. « Nous avons déjà décidé que les appartements sont à Bastien. Signe l'évaluation de maintenance et peut-être que nous pourrons discuter d'excuses pour ce désordre sur Facebook. » Je n'ai pas répondu. J'ai positionné la mallette au centre de la table en acajou,
juste au-dessus de la facture de 15 000 € que Gérard avait essayé de m'imposer. J'ai fait jouer les verrous métalliques. Clic. Clic. Le son a tranché la pièce comme une lame. J'ai ouvert le couvercle et j'ai sorti le premier document, le registre d'achat certifié des unités de Cannes. Tu as dit à la famille que tu avais bâti cet empire par le travail, Gérard, ai-je dit, ma voix stable et clinique. Mais ces registres disent autre chose. J'ai étalé les preuves de l'audit. 1 200 000 €, le versement de l'assurance vie de mes parents. J'ai placé la procuration falsifiée juste au-dessus. Celle où son imitation maladroite de ma signature de jeune fille de 18 ans était surlignée en jaune néon. La pièce n'est pas seulement devenue silencieuse, elle est devenue un vide. Maître Roche, le notaire, s'est avancé, sa main tremblant alors qu'il ramassait le document falsifié. Il a regardé Gérard, puis le document, et j'ai vu le moment où son monde s'est effondré. Ces appartements n'ont jamais été à toi, Gérard, ai-je dit en le regardant droit dans les yeux. Ils ont été achetés avec l'argent de mon héritage. J'ai déjà déposé une mise en demeure sur chaque unité, gelant ta capacité à vendre ou à déplacer un seul centime. Gérard, tu peux signer ces actes de cession immédiatement pour rembourser ta dette envers moi, ou mon avocat envoie un signalement pénal au procureur de la République. La preuve de faux est indéniable. Tu as 60 secondes pour décider. La propriété ou l'incarcération. Le basculement de pouvoir était absolu. Gérard a reculé, son visage prenant une teinte de violet qui s'accordait au vin volé dans son verre. Bastien s'est jeté sur les papiers, criant que c'était une erreur, que je mentais. Mais Maître Roche a levé la main. Légalement, Gérard, si ces documents d'audit sont authentiques, tout ce plan successoral est nul, et tu fais face à de graves responsabilités pénales. Je ne peux pas et je ne vais pas exécuter cette distribution. Nous devons geler tous les avoirs immédiatement, en attendant une enquête complète. Chloé a regardé Bastien, sa main lâchant son bras comme s'il était soudainement devenu contagieux. Elle a quitté la pièce sans un mot, laissant son champagne se renverser sur le tapis persan. Le château de cartes financier de Bastien s'est effondré avant le coucher du soleil. Sans les appartements pour soutenir ses délires, ses créanciers ont fondu sur lui comme des vautours. Gérard et Béatrice ont été forcés de vendre la villa d'Antibes pour rembourser le 1 200 000 € plus 3 décennies d'intérêts. Ils ont emménagé dans un 2 pièces avec vue sur un parking, un endroit où l'air ne sentait pas le lys, mais les conséquences qu'ils avaient essayé d'éviter. Mais je n'ai pas vécu dans ces appartements. Je n'avais pas besoin de leur luxe. J'ai converti les revenus des unités de Cannes pour créer la Fondation Thérèse. Nous nous concentrons sur l'aide aux enfants qui ont subi un vol d'identité financière de la part de leur propre tuteur. Ce n'était pas une question de vengeance. C'était une question de s'assurer que Gérard récolte enfin exactement ce qu'il avait semé. C'était une justice poétique en préparation depuis des décennies. J'ai transformé l'héritage de cupidité de Gérard en un héritage de reconstruction. Chaque grand livre que j'équilibre maintenant aide un autre enfant à retrouver un sol solide sous ses pieds. J'ai fini par réaliser que votre valeur n'est pas un chiffre que quelqu'un d'autre peut décider. J'ai passé 30 ans à penser que j'étais un fardeau parce que c'était l'histoire dont Gérard avait besoin pour garder ses mains dans mes poches. Si vous vous trouvez dans une situation similaire, souvenez-vous de ceci, les gens qui vous traitent comme une réflexion après coup sont généralement ceux qui sont le plus terrifiés par votre clarté. Être sous-estimé n'est pas une faiblesse. C'est un avantage tactique. Cela vous donne la liberté de construire votre propre forteresse pendant qu'ils sont trop occupés à jouer la comédie pour une foule qui n'existe pas. Le papier bat les promesses à chaque fois, mais le caractère est la seule chose qui ne peut pas être volée.